Salut à toutes et à tous, ça y est, on est reconfiné. Voilà, ça n'aura échappé à personne, même si pour certains, le reconfinement ressemble furieusement à pas de confinement du tout, pour celles et ceux qui vont continuer d'aller à l'école avec le masque ou qui continuent d'aller travailler avec le masque. Mais pour autant, on est reconfiné, et donc comme pour le premier confinement, je vais essayer de faire une série de vidéos pour discuter un petit peu de l'état de la connaissance autour du virus, autour de Covid-19, donc la maladie qui est causée par ce virus, ainsi que l'épidémie, où on va, comment, pourquoi, et parce que. Pour ce premier entretien, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer le docteur Nathan Pfeffer-Smadja, donc infectiologue à l'hôpital Bichat, que vous avez peut-être déjà vu via son interview Combini ou sur différents plateaux de télé, parce qu'il s'est pas mal exprimé ces derniers temps sur le sujet. Et je trouvais hyper intéressant de discuter avec lui vraiment dans la durée, de prendre le temps de poser les questions. Alors, c'est un infectiologue, c'est-à-dire que c'est un médecin, donc on va parler vraiment de la maladie, des traitements, de ce qui se passe avec les hôpitaux, de comment se prémunir contre cette maladie. On ne va pas parler vraiment de la recherche sur le virus ou de la façon dont évolue l'épidémie. Ça, on en parlera éventuellement avec d'autres personnes par la suite. Cela dit, avant de démarrer cet entretien, deux, trois petites choses. La première chose qui est importante, parce qu'on en a parlé avec le docteur Pfeffer-Smadja après l'interview, mais on avait coupé l'enregistrement, mais je pense que c'est important de le préciser, parce que on le suspecte pas mal d'avoir des conflits d'intérêts, de prendre du pognon de tel ou tel laboratoire pharmaceutique, donc lui il m'a confirmé, j'ai aucune raison d'en douter, il m'a confirmé qu'il n'avait jamais pris un centime d'un laboratoire pharmaceutique, qu'il n'a aucun conflit d'intérêt, je veux dire, il est docteur dans un hôpital, point. Le deuxième point, c'est que si vous l'avez déjà vu sur des plateaux télé ou sur différentes interviews, vous aurez constaté que, à l'inverse de pas mal d'autres intervenants, il porte toujours son masque. Sauf dans cette interview, pour une raison simple, c'est que c'était une conférence Skype et qu'il était chez lui, et que chez lui, il ne porte pas de masque. Voilà. Dernier point, parce que je l'avais anticipé ce truc-là, mais pas à ce point-là. Donc, si jamais vous êtes passé à côté de l'info, parce que la vidéo a été finalement pas autant vue que ça, parce que, ce qui est logique, parce qu'elle n'a pas été partagée, parce que c'était juste une vidéo annonce, j'ai sorti un livre, une fiction qui s'appelle L'Ultime Expérience, disponible, enfin édité chez Flammarion, disponible, je sais pas à l'heure actuelle où c'est encore disponible ou pas, mais enfin c'est sans doute disponible en ligne sur les grandes plateformes, ainsi que, je rappelle, les libraires indépendants ont des sites internet sur lesquels vous pouvez commander. Voilà, donc j'avais anticipé le fait que la promo, c'était pas la bonne année pour faire la promotion d'un livre, donc ça me permet aussi, encore une fois, pour ceux qui seraient pas passés à côté de l'info, toute la tournée de dédicaces jusqu'à nouvel ordre est annulée en présentiel. On va essayer d'organiser des rencontres par Zoom, par Skype, je sais pas comment ça va se gauler, mais on va essayer d'organiser quand même des choses. Voilà, et sans plus tarder, je vous laisse avec cet entretien. Docteur Pfeffer-Smadja, donc déjà merci d'avoir accepté cette invitation. Alors ma première question, vous êtes infectiologue à l'hôpital Bichat, donc c'est quoi précisément un infectiologue et notamment la différence avec un virologue ou un épidémiologiste, ce genre de choses? Ok. En fait, un infectiologue, c'est une spécialité médicale clinique, c'est-à-dire qu'on s'occupe des patients qui ont une maladie infectieuse ou tropicale, parce que la spécialité, c'est maladie infectieuse et tropicale. Et en fait, en France, c'est une spécialité à part entière depuis peu, puisqu'avant, c'était une sous-spécialité de ce qu'on appelle la médecine interne, c'est-à-dire une spécialité qui s'intéresse à tous les organes du corps et aux maladies rares. Et dedans, il y avait des gens qui faisaient des maladies infectieuses. Et maintenant, depuis la réforme du troisième cycle, il y a 3 ans, c'est une spécialité. Donc l'infectiologue, c'est celui qui a des patients hospitalisés, qui s'en occupe, qui les voit en consultation, qui les suit, alors que le virologue, c'est quelqu'un qui travaille dans un laboratoire et qui analyse les résultats des sérologies, les PCR, donc tous les examens virologiques que nous, on demande pour les patients. Et un épidémiologiste, en général, c'est quelqu'un qui ne traite pas de patients et qui s'intéresse plutôt à l'évolution des épidémies dans différents contextes, mais notamment là, par exemple, à l'évolution des cas de Covid-19 en France, à différents questionnements autour de ça. D'accord, merci. Et alors, du coup, bon, on va pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet bientôt avec le Covid-19, mais alors déjà, moi, c'est une question bête, parce que bon, avant qu'on lance cette vidéo, j'ai demandé aux gens sur Instagram, sur les réseaux, de me poser les questions qui pouvaient les intéresser. Il y a quelques questions qui me semblent assez importantes déjà. C'est Très qu'est-ce bien. qu'il a de si particulier ce virus? Je veux dire, c'est tous les ans, on a, enfin, il y a des milliers de virus, tous les ans, on a des nouvelles souches de la grippe. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a de si spécial celui-là? Alors effectivement, hein, chaque virus a un peu ses particularités. Là,
le SARS-CoV-2, donc l'agent responsable de Covid-19, la première chose qu'il a, c'est qu'il est nouveau. Donc, c'est-à-dire, on part, quand il a commencé à se propager en Chine, dans une population à l'échelle mondiale qui n'a aucune immunité. Ce qui n'est pas le cas de certains virus, hein, qui circulent depuis plus longtemps. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que très vite, on a constaté que c'est un virus qui cause, dans la grande majorité des cas, quand il infecte quelqu'un, une pneumopathie, une pneumonie. Donc il y a des lésions pulmonaires qui se développent et qu'on voit très bien avec des scanners. Et ça arrive chez une grande partie des gens qui l'infectent. A contrario, la grippe, par exemple, en général, c'est une infection respiratoire haute avec des symptômes respiratoires hauts et c'est très rarement une pneumonie. En général, quand il y a une pneumonie grippale, c'est chez des gens affaiblis et notamment avec ce qu'on appelle une immunodépression, donc c'est un système immunitaire qui fonctionne moins bien. Donc ça concerne beaucoup moins de gens, les pneumonies grippales. Alors que là, Covid-19, c'est une pneumonie chez beaucoup, beaucoup de gens, et même des gens qui ont peu de symptômes, si on leur fait un scanner, souvent on voit des lésions pulmonaires au scanner. Et donc la troisième, c'est un peu relié, mais c'est sa gravité, c'est-à-dire que c'est une infection pulmonaire qui tue jusqu'à 0,5, 1% des gens qu'elle infecte, et ça en fait quelque chose de très important. Puisque en plus de ça, il y a jusqu'à 5% des gens atteints qui peuvent être hospitalisés et une partie qui va aller en réanimation. Donc ça semble peu, mais finalement, quand on a 5% des gens infectés qui sont hospitalisés, c'est une maladie extrêmement grave en fait. Et la dernière chose, c'est que c'est une transmission assez complexe, mais notamment une transmission donc, principalement par voie respiratoire, avec à la fois les gouttelettes qui peuvent infecter et ce qu'on appelle les aérosols, c'est-à-dire ces petites particules virales tellement petites qu'elles ne vont pas sédimenter, qu'elles ne vont pas tomber juste après être sorties de notre bouche, mais qu'elles vont volter dans l'environnement et être à même d'infecter des gens beaucoup plus loin dans la pièce. Et donc ce mode de transmission fait qu'il se transmet très bien. Donc en fait, il réunit beaucoup des caractéristiques d'un virus qui peut causer une pandémie, donc une gravité importante, mais pas trop importante. Hein. S'il y avait une mortalité beaucoup trop élevée, finalement, ça ne favorise pas la transmission. Un niveau de transmission et de transmissibilité élevé, et puis un grand nombre de patients qui font des formes sévères. D'accord. Et alors, donc, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir. Déjà, donc on est d'accord que quelqu'un qui a Covid et qui développe une pneumonie, c'est pas nécessairement une forme. Donc c'est pas ce qu'on va appeler une forme rare nécessairement. C'est assez classique finalement la pneumonie. Voilà. C'est assez classique. La maladie, c'est dans une grande partie des cas une pneumonie virale. Et donc, c'est ça aussi qui inquiète un peu par rapport aux séquelles, parce qu'il y a des lésions pulmonaires parfois étendues, même chez des gens qui n'ont pas forcément une forme extrêmement grave. Et donc, on a peur que ces lésions pulmonaires, elles aboutissent à un impact à moyen terme ou à long terme sur la capacité pulmonaire. D'accord. Et après, on va revenir sur les symptômes, mais le deuxième Ouais. truc par rapport à ce que j'ai entendu, et puis là, ça y est, j'ai oublié, non, je vais y revenir. Ouais. Au niveau, donc, par rapport à la transmission, c'est vrai qu'avant, à l'époque du premier confinement, on savait pas trop. On prenait un sac de course, on le désinfectait pendant une semaine. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on comprend mieux comment le virus se transmet? Tout à fait. Donc, il y a eu un vrai changement. Hein. Nous, les premiers cas qu'on a eu à Bichat fin janvier 2020, on était habillés comme Ebola, en fait, hein, dans la mesure où on ne savait pas vraiment ce qui se passait. Et donc, c'était tenue de cosmonaute. Et là, on a appris plusieurs choses très importantes dans la transmission. La première, c'est que déjà, il n'y a pas de transmission par la sueur, comme les fièvres hémorragiques virales, comme Ebola. Donc ça évite d'avoir à s'habiller comme un cosmonaute. La deuxième, c'est que la transmission, elle est très principalement respiratoire, avec un élément qu'on a appris assez tard, c'est l'importance de ces aérosols. Alors il y a toujours débat dans la communauté scientifique. Est-ce que c'est important, très important, moins important, cette transmission aérosol, c'est-à-dire ce que je vous expliquais, ces petites particules qui Ouais. volettent dans l'atmosphère, mais en tout cas, il est acquis que ça existe. Et ce n'est pas le cas d'autres virus respiratoires comme la grippe, par exemple. La grippe se transmet principalement par gouttelettes et très peu par aérosol, donc par toutes petites particules. Et la troisième chose par rapport à la désinfection et les mains, ce qu'on constate, et il y a de plus en plus d'études qui vont dans ce sens, c'est que la transmission manuportée, et notamment par les surfaces inertes, ce que nous on appelle parfois les fomites, elle est bien moindre. Elle existe, et donc c'est important de se laver les mains, notamment quand on se mouche ou quand on sort et qu'on manipule des objets que d'autres gens ont manipulés. Mais pour la transmission de l'épidémie, c'est un mode de transmission minoritaire. Et notamment, il n'y a pas lieu de désinfecter ses courses, il n'y a pas lieu de faire autre chose que de se laver les mains.
avec du soluté hydroalcoolique de préférence, ou du savon. Et notamment, il n'y a pas lieu de porter des gants. Ça, c'est une erreur, puisque finalement, porter des gants, eh bien, on ne les lave pas, ces gants. Et comme on se touche le visage, eh ben, on se contamine encore plus avec des gants que si on se lave les mains. Maintenant, reparlons 2 secondes des symptômes, parce que moi j'entends plein de choses qui sont pas nécessairement contradictoires, mais qui racontent pas tout à fait la même chose. Ouais. C'est-à-dire que les symptômes du Covid, ça peut être les mêmes symptômes qu'un rhume, ça peut être les mêmes symptômes qu'une grippe, ça peut être les mêmes symptômes, ça peut être simplement avoir mal au bide, avoir de la diarrhée, ça peut être perdre le sens de l'odorat. Donc, est-ce que ce sont des versions différentes de la même maladie? Enfin, à quoi ça correspond tout ça? Comme beaucoup d'infections, il y a ce qu'on nous on appelle un polymorphisme de la présentation clinique. C'est-à-dire il y a différentes présentations cliniques, différents symptômes pour la même maladie. Et vous avez raison dans tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que cette maladie, elle peut donner lieu à une absence de symptômes. Hein, ça arrive et c'est ça qui est problématique, et on en parlera dans la diffusion de l'épidémie. Ça peut donner lieu à des symptômes très peu sévères, donc type infection ORL. Ça peut donner des symptômes généraux importants, donc c'est là où on dit ça peut ressembler à la grippe, hein, grand frisson, douleur musculaire. C'est moins fréquent. Ça peut aussi donner des symptômes, et ça c'est la présentation on va dire la plus typique, respiratoire, toux, essoufflement, plus bien sûr les symptômes ORL. Et puis ça peut donner des formes un peu plus rares, on va dire, des formes principalement digestives. Et notamment le récepteur qu'utilise le virus pour rentrer dans l'organisme, on le retrouve dans les poumons, mais on le retrouve également au niveau du tube digestif. Ça peut donner des formes neurologiques, hein. Il y a des complications neurologiques qui ont été décrites, des encéphalites, différents tableaux peut-être un peu trop compliqués pour détailler là. Et puis, ça peut donner par exemple des formes dermatologiques. Ça a été décrit assez tôt dans la maladie, donc des lésions cutanées. Bon, voilà, donc c'est une maladie qui a un certain panel de symptômes possibles. Mais pour autant, je veux dire, avoir ce que je vais appeler une version symptomatique plutôt qu'une autre, c'est pas nécessairement plus grave. Non, c'est pas nécessairement plus grave. Après, tous les symptômes qui reflètent une atteinte d'organes profonds, donc les symptômes qui reflètent une pneumopathie, une pneumonie, par exemple l'essoufflement, bah, on est d'emblée sur une forme plus grave. Si on est essoufflé, c'est qu'il y a une atteinte pulmonaire qui diminue les échanges gazeux et donc qui est plus à risque de forme sévère. Si on a une forme neurologique, eh bien, en soi, c'est déjà plus compliqué puisqu'il y a déjà des manifestations d'atteinte d'organes. Donc, globalement, je dirais, je ferais la séparation entre ce qui est symptômes, on va dire, respiratoires supérieurs, le nez qui coule, éventuellement un peu de fièvre, donc qui ça, ne manifestent pas une atteinte d'organes, et puis des symptômes qui manifestent vraiment une atteinte pulmonaire profonde ou une atteinte d'autres organes, qui, nous, en tant que cliniciens, nous imposent d'être plus prudents. D'accord. Et alors justement, maintenant, notamment par rapport à ce début d'année, est-ce qu'on sait mieux traiter les cas? Est-ce qu'on a des protocoles maintenant? Parce que je sais que par exemple, moi, un rhume, bah, on attend que ça passe. Une Ouais. grippe, souvent, on attend que ça passe. On prend juste du paracétamol histoire de faire tomber la fièvre. Donc, Voilà. est-ce que maintenant, simplement, on essaie de contrôler, on va dire, les stats, ou est-ce qu'on a des traitements qui existent? Oui, bah, c'est une très bonne question. Et comme vous dites, il y a des maladies où on attend que ça se passe, et notamment grippe, rhume. C'est des maladies qui ne donnent pas de pneumonie. Donc, on peut tout à fait être totalement symptomatique et éviter le traitement, sauf dans des formes particulières. Covid-19, c'est vrai que ça a un certain niveau de gravité. C'est quelque chose lorsqu'on est à l'hôpital, qu'on aimerait pouvoir traiter et diminuer le risque de complications. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de recherches hein, sur des traitements antiviraux. Finalement, pour faire le résumé un peu de ce qu'on sait aujourd'hui, il y a un axe antiviral, donc qui est d'essayer de diminuer la réplication virale et l'utilisation d'antiviraux. Ça, malheureusement, toutes les études qui ont été faites n'ont pas permis de trouver d'antiviral efficace. On peut parler du remdesivir qui est encore en discussion, puisqu'il y a un désaccord notamment entre l'OMS et on va dire l'Europe et puis les États-Unis sur le niveau d'efficacité de ce traitement, mais qui, même s'il marche, marche très peu. Donc voilà, c'est le seul antiviral pour l'instant qui se discute, mais qui est globalement pas très efficace, malheureusement. Et puis après, il y a une deuxième phase de la maladie, et c'est là que c'est une maladie un peu particulière, c'est qu'elle entraîne volontiers chez certains patients une réaction inflammatoire extrêmement importante. On a parlé à un moment d'orage cytokinique, c'était probablement exagéré, mais en tout cas, il y a une réaction inflammatoire très forte.
Et cette réaction inflammatoire, eh bien, il y a un traitement qui vise à la contrôler, qui a montré une efficacité et une réelle diminution de la mortalité chez des patients qui avaient besoin d'oxygène. Et ce qui se passe maintenant, c'est que pour tout patient atteint de la Covid-19 qui a besoin d'oxygène supplémentaire, hein, parce qu'on a tous besoin d'oxygène, mais qui a besoin d'avoir de l'oxygène, par exemple, avec des lunettes à oxygène ou un masque à oxygène, eh bien, on introduit ce traitement, c'est les corticoïdes. Et chez ces patients, les corticoïdes permettent de diminuer la mortalité de façon relative de 30%. Donc, une vraie efficacité de ce traitement. Et il est vraiment recommandé dans tous les cas de Covid chez des patients qui ont besoin d'oxygène. Ensuite, ce qui a évolué, c'est qu'on utilise volontiers des anticoagulants à dose préventive, puisque c'est une maladie qui, parce qu'elle est très inflammatoire, occasionne volontiers des thromboses chez les patients. C'est-à-dire ça bouche les vaisseaux sanguins, et pour éviter qu'il y ait ces thromboses, qu'il y ait ces caillots dans les vaisseaux sanguins, on met des petites doses d'anticoagulants qui fluidifient le sang. Et ensuite, eh bien, la prise en charge, elle s'appuie sur la kinésithérapie respiratoire également, comme pour beaucoup d'infections respiratoires, et le maniement de l'assistance respiratoire, c'est-à-dire ce qui est très important pour nous cliniciens, c'est d'adapter les apports en oxygène aux besoins, donc de varier les débits en oxygène et de varier les modalités d'oxygénothérapie, puisque comme je vous disais, on peut utiliser des lunettes, on peut utiliser des masques, on peut utiliser des appareils qui permettent des forts débits d'oxygène, hein, jusqu'à 70 litres par minute, et puis après, on a des modalités de ventilation, avec ce qu'on appelle la ventilation non invasive, voire l'intubation, pour faire de la ventilation mécanique, c'est-à-dire on met un tube et on prend en charge par une machine la respiration des patients. Ça, c'est des techniques qu'on fait en réanimation, mais toutes les techniques d'assistance respiratoire et ventilatoire ont évolué pour prendre en charge la Covid, et c'est probablement en partie ça, en partie les corticoïdes, en partie les anticoagulants, qui permettent aujourd'hui d'avoir une mortalité quand même bien moindre à l'hôpital que c'était le cas au début de la maladie. D'accord. Et justement, si on prend 2 secondes sur tout ce qui est réanimation, par rapport au début d'année, vous diriez que en gros, parce que moi j'ai le sentiment qu'avant on envoyait très vite les gens en réanimation. J'ai l'impression que c'est moins le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on envoie genre 50% moins de monde en réanimation. Enfin, on gère, je sais pas s'il y a des chiffres spécifiques pour ça, mais en gros, est-ce qu'on gère 10 fois plus de cas avant d'arriver au stade de la réa? Enfin voilà, je sais pas si c'est clair ma question. Ah. Oui, non, c'est clair. Probablement pas 10 fois plus de cas, mais il y a plusieurs choses qui ont joué. C'est-à-dire que nous, on voit chez les patients qu'on prend en charge dans le service qu'on transfère moins les gens en réanimation. On transfère moins parce qu'il y a les corticoïdes, qui quand même, on a dit, diminuent du tiers le risque de mourir et donc de faire des formes graves. Donc c'est déjà conséquent. Deux, on a tout ce dont je vous ai parlé, les anticoagulants qui évitent de faire des caillots dans le sang et donc de passer en réanimation. Trois, on a certains services ont appris à maîtriser des techniques d'oxygénothérapie que normalement on fait plutôt en réanimation. Pour vous donner un exemple, nous, quand vraiment on était en manque de lit à Bichat, eh ben, on a utilisé ces machines qui permettent de donner des débits d'oxygène jusqu'à 70 litres par minute, alors que d'habitude on ne le fait pas. Et ça, c'était pour pallier le manque de lits de réanimation. Et ensuite, ce qu'on a également appris, mais ça, c'est parfois quand même des gens qu'on a besoin de transfert en réanimation, c'est qu'on a plutôt intérêt dans cette maladie à retarder l'intubation en utilisant un maximum les techniques d'oxygène à haut débit ou de ventilation dite non invasive, donc sans intuber. Donc c'est des patients parfois qui vont en réanimation ou en soins intensifs et les réanimateurs retardent l'arrivée à l'intubation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont constaté que ces patients, quand ils étaient intubés, la réaction inflammatoire était très importante et c'était très compliqué de les sevrer du ventilateur. Donc ça a modifié un peu la façon de prendre en charge ces patients, et c'est vrai que c'est un peu différent d'autres pneumonies infectieuses où il y a pas, par exemple dans les pneumonies bactériennes, si l'atteinte est extrêmement sévère, il n'y a pas lieu d'essayer de retarder l'intubation au maximum. Ouais, d'accord. Alors juste, on va parler du confinement, de la propagation de tout ça, mais juste avant, je voudrais, pour finir un petit peu le tour d'horizon sur la maladie elle-même, ok, une fois qu'on l'a eu, mettons qu'on a eu une forme, on n'a pas eu une forme ultra sévère, on n'a pas eu une forme asymptomatique, on a eu une forme classique, donc état un peu grippal, peut-être légère pneumonie, ce genre de choses. Est-ce qu'on est immunisé? Est-ce qu'on est immunisé longtemps? Est-ce qu'on peut, même en étant immunisé, est-ce qu'on peut quand même le retransmettre? Enfin, c'est tout cet horizon-là.
Voilà. Donc ça, c'est une très bonne question, mais où je le dis d'emblée, il reste encore beaucoup d'inconnus hein, dans l'état actuel de la science. Mhm. Ce qu'on peut dire là, en essayant de s'appuyer sur les données qu'on a, c'est que une personne qui a fait une infection, qu'elle soit grave finalement ou qu'elle soit peu grave, développe dans la grande majorité des cas une immunité. Cette immunité, elle est à la fois cellulaire, donc il y a des cellules de l'immunité qui sont activées, et puis elle aboutit à la production d'anticorps. Et donc ces anticorps peuvent être détectés après l'infection dans une grande majorité des cas et des patients qui ont été infectés. Ces anticorps, ils semblent persister, dans la majorité des cas également, à 3 mois, à 6 mois. On n'a pas beaucoup plus de recul, hein, puisque la Oui. maladie est nouvelle. Cependant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a déjà un pourcentage de gens qui ne développent pas d'anticorps. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres là, puisque c'est trop incertain, mais il y en a. Et il y a des gens qui développent des anticorps et qui perdent dont le niveau d'anticorps diminue au fil du temps, et donc qui n'ont que très peu d'anticorps au bout de 3 à 6 mois. Et ça peut aller jusqu'à 10-20% des gens. Donc cette immunité après la maladie, elle existe dans la majorité des cas, elle peut diminuer, et donc elle ne permet pas de dire que quelqu'un est complètement protégé contre une réinfection. Le message, c'est que il y a des réinfections, que la réponse immunitaire, on ne sait pas combien de temps elle dure, mais elle peut disparaître, et donc il faut continuer à vraiment appliquer ces gestes et ces mesures barrières. Et il y a de plus en plus d'infectiologues qui disent être confrontés à des vrais cas de réinfection chez des patients. D'accord. Donc ça, c'est important. Et puis l'autre chose, ce n'était pas directement la question, mais c'est vrai que souvent on me demande d'en parler, c'est la persistance des symptômes. Et il y a un élément qui est important, c'est de voir que chez des patients qui sont sévères, tout comme chez des patients qui n'ont pas eu une forme sévère de la maladie, on voit des gens qui gardent des symptômes plusieurs semaines, plusieurs mois, ce qu'on a appelé un peu dans la littérature le Covid long. Et ces symptômes peuvent être assez invalidants. Il y a des gens qui ont des douleurs thoraciques persistantes, un essoufflement persistant, qui n'arrivent plus à faire les efforts qu'ils faisaient avant. Il y a des gens qui n'ont plus l'odorat ou le goût parfois pendant plusieurs mois. Oui. Et donc ça sera vraiment à surveiller parce que ça peut être assez invalidant pour les patients. Mais pour autant, c'est-à-dire que quand on a ces symptômes sur plusieurs mois, on n'a plus la maladie. On n'est plus Non. contagieux, ni voilà. Non, voilà, tout à fait. La contagiosité, on considère qu'elle va jusqu'à, ça dépend un peu des pays, mais en France, on a dit 7 jours après le début des symptômes, ça peut peut-être aller jusqu'à 8-10 jours après le début des symptômes, mais après ces 8-10 jours, le niveau de virus, enfin le nombre de virus qu'on produit est extrêmement faible, et voire même on produit plus de virus infectants. C'est-à-dire qu'on peut encore avoir un test positif, si on fait une PCR, et ça peut-être on pourra en parler plus dans le détail parce que c'est Ouais. compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'on produit du virus infectant. D'accord. Et alors juste avant, maintenant de vraiment parler de la propagation de toutes ces choses-là, dernier point, c'est donc il y a des personnes dont les anticorps donc diminuent, ce qu'on a dit, ou d'autres personnes qui ne fabriquent pas enfin qui n'ont pas ces anticorps. Est-ce que c'est classique pour des maladies ou est-ce que c'est un truc spécifique à Covid-19? Non, non, c'est assez classique, hein, c'est assez classique, puisque, comme vous le savez, hein, la plupart des vaccinations ont des rappels, les rappels servant à rebooster l'immunité et à maintenir un niveau d'immunité durable. Donc c'est tout à fait classique. Et notamment, peut-être qu'on aura l'occasion de parler de la vaccination Covid-19, Sans doute. mais dans beaucoup de maladies virales pour lesquelles on essaye de développer des vaccins, eh bien, il faut des rappels à court terme, hein, parfois au bout de 2 ou 3 mois, histoire de faire vraiment une réponse immunitaire solide, et des rappels souvent au bout de 5 ans, de 10 ans, afin d'avoir cette réponse immunitaire. Donc c'est classique. Je crois que j'ai pour la varicelle, je crois que c'est 10 ans, il me semble. Oui, c'est ça. Ou Je dis ça de même, par mémoire. exemple, la fièvre jaune pour les gens qui voyagent, on a l'habitude de dire qu'au bout de 5 ans, il faut discuter une revaccination. D'accord.